Et c'est surtout en fait drivé par, on va dire, des stéréotypes que les médias continuent de prôner, qui est le fait de manger peu pour perdre du poids. On est tous capables, si on veut vraiment, de perdre du poids sur une période donnée. Ne pas avoir peur aussi et comprendre qu'il faut aussi réapprendre à se connaître. Tout le monde est concerné, du débutant au professionnel. Et je peux vous dire que du débutant au professionnel, j'en ai vu personnellement des loupés, quoi. Bienvenue dans cette deuxième partie de podcast. Si t'as pas vu la première, et on parle notamment d'un guide complet pour aider les étudiantes à gérer à la fois les études, avoir un physique significatif, sans langue de bois, hein, clairement, disons les choses. Tu peux te référer à la première vidéo, c'est sur mon compte. Et là, aujourd'hui, on va parler un petit peu plus d'obstacles que les femmes rencontrent au quotidien. Le métabolisme lent, je fais beaucoup d'activités physiques, je perds pas de poids, j'arrive pas à gérer la nutrition, je mange beaucoup, je suis fatigué. Voilà, on va voir tout ça ensemble dans cette deuxième partie de podcast. On va refaire les présentations parce que peut-être que tu nous connais pas et donc c'est l'occasion aussi de refaire un petit point là-dessus. On va commencer cette fois par Sarah. Oui, écoutez, bonjour, je suis Sarah Slim, je suis doctorante en droit en 3e année. Je suis également coach sportive et en préparation pour être diététicienne nutritionniste et je coach dans l'équipe d'Ocacycle depuis un peu moins d'1 an, je crois, avec Maëlle et Isa. Voilà. Et moi, du coup, c'est Isa de Isa Nutri Coaching et je suis ingénieure en nutrition et conseillère en nutrition. Je fais des suivis nutritionnels en ligne et j'ai également mon métier d'ingénieure en nutrition à côté pour développer des produits de santé, des compléments alimentaires ou des produits alimentaires, tout simplement. Et je suis du coup toute la partie nutrition d'Ocacycle. Exactement. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Maëlle ou Docathlétics sur les réseaux. Je suis interne en médecine physique de réadaptation. Je suis aussi coach sportif, j'ai fait le même diplôme que Sarah, on a été dans la même promo. Et donc, on a créé ensemble cette équipe d'Ocacycle. Et l'idée, c'est de venir accompagner sur chaque petit détail les femmes au quotidien, sur des problématiques qu'elles peuvent rencontrer. Alors, des petites problématiques d'ordre organisationnel. Et ça peut aller après sur le plan santé, avec des fois des gros antécédents. Nous, on est là en support. On est là pour les aider en fait à se reprendre en main. Et justement, on va en parler des problématiques, des anecdotes qu'on a rencontrées au sein d'Ocacycle ou même personnel ou même dans nos suivis respectifs. Et l'idée, ça va être de pouvoir vous aider sur des problématiques que vous rencontrez au quotidien et que peut-être on ne parle pas tant que ça. Ça va parler de sport, ça va parler de nutrition, ça va parler de cycle, ça va parler des variations de cycle. Quand ça va à peu près bien, parce qu'après, on parlera peut-être un petit peu plus du côté pathologique, SOPK, endométriose, SPM, tout ça. Donc, je pense qu'on a tous pas mal d'expertise à partager sur ce sujet. Donc, si ça t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et écoutez, on est parti. Donc, une des, je pense, grosses problématiques qu'on rencontre souvent dans les suivis, en tout cas moi personnellement, j'en ai pas mal rencontré, c'est l'alimentation. Et alors là, le spectre est ultra large. On va peut-être se réserver pour une prochaine partie l'ordre, tout ce qui est TCA, etc. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo avec d'ailleurs une invitée. Mais peut-être déjà dans une population générale, moi j'entends souvent parler d'alimentation émotionnelle, j'entends souvent parler de grignotage, de personnes qui n'arrivent pas à manger correctement. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Est-ce que c'est de l'organisation ou alors est-ce que c'est le choix aussi de ce qu'on mange? J'arrive pas à perdre de poids. Moi c'est des choses, beaucoup de questions que les femmes se posent au quotidien. Et j'aimerais commencer comme ça. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans l'alimentation chez vous en termes de problématiques? Ce que tu viens de dire. Ouais. Alimentation émotionnelle, frustration, grignotage ou écart trop gros par rapport à ce que la personne elle mange au quotidien. Ennui dans l'alimentation aussi, beaucoup d'ennui, ou du moins on pense qu'on s'ennuie quand on mange bien. C'est surtout ça, cette croyance-là. Globalement, c'est ça, et c'est surtout en fait drivé par on va dire des stéréotypes que les médias continuent de prôner, qui est le fait de manger peu pour perdre du poids, qui est un engrenage sans fin, qui fait qu'après on se retrouve avec des femmes dans ces problématiques-là, qui du coup ne perdent pas de poids et pourtant qui font globalement ce qu'on dit de devoir faire en fait pour perdre du poids. Justement, je pense que tout ça, ce que tu as dit et ce que tu as dit aussi, c'est lié à une sorte de grande méconnaissance de qu'est-ce qu'il faut manger, comment il faut manger, comment on compose une assiette saine et équilibrée et comment adapter ça à ses propres besoins. Et le fait de trop se fier aussi à des
à des standards de comportement où tu as parlé de stéréotypes, mais par exemple même les réseaux sociaux, avec les What I Eat in a Day ou les choses comme ça. Voilà, je pense que Oui, ça s'appelle pas l'orthorexie, je crois. L'orthorexie, c'est une forme de TCA. Ouais. Mais en fait, c'est le fait c'est une sorte de comportement compulsif, en fait, de vouloir absolument tout contrôler sur son alimentation et que tout soit brut, sain, qu'il n'y ait aucun écart, aucun aliment ultra transformé, pas d'alcool, pas de tout ce qui pourrait être facteur possiblement inflammatoire, mais surtout fait de grossir. Mais c'est vraiment ce besoin de contrôle. C'est pour ça qu'on dit souvent que les personnes anorexiques, elles passent par une période d'orthorexie pour reprendre du poids. Ouais, c'est un peu le What Eat in the Day, ça me faisait penser à ça un peu. Oui, il y a ça et juste le fait de, tu sais, penser que la façon dont quelqu'un d'autre s'alimente peut forcément nous convenir, alors que pas du tout. Et après, moi, voilà, les vidéos, ça peut être bien, ça donne des idées. Voilà, il n'y a pas que du négatif, mais voilà, il faut prendre du recul, il faut garder son esprit critique et il faut vraiment prendre les choses dans sa situation. Voilà, donc grande méconnaissance, une absence d'information aussi, en même temps une absence d'information et en même temps un surplus d'informations, ce qui fait qu'on est tous perdus, qu'on ne sait plus, voilà, à quoi il faut se référer, comment manger. Et tout ça donne toutes les conséquences qu'on a évoquées. Il y a souvent un truc qui revient, je trouve, c'est j'arrive pas à perdre de poids, pourtant je mange pas beaucoup. Vous savez, c'est ce classique un petit peu... je mange pas beaucoup et pourtant je perds pas de poids. Ça, c'est un truc, ça revient tout le temps. En fait, c'est même pas que c'est un classique, c'est que c'est la problématique que je rencontre 99% du temps, et qui est la genèse de mon suivi, c'est-à-dire que je pars là-dessus et tout au long du suivi, je fais comprendre à la personne que justement cette pensée-là était mauvaise et surtout que c'était la raison pour laquelle la personne ne perdait pas de poids. Et c'est hyper intéressant parce que moi, ce que je dis toujours dans mes suivis, et même que ce soit avec Docastic ou même mes suivis personnels, c'est que l'une des choses que je veux que mes suivis apprennent, c'est pas qu'elles perdent du poids, voilà, ça c'est leur objectif à elles, mais moi je veux surtout qu'elles apprennent à se connaître elles, leurs besoins, et c'est ça en fait que je veux quand elles partent. En fait, le but c'est qu'elles soient pas dépendantes du suivi, qu'à la fin elles aient un peu un petit sac à dos ou une petite checklist de comment elles fonctionnent, parce que c'est ultra dépendantes chacune, et ce dont elles ont besoin pour soit maintenir leur poids, soit perdre du poids, soit prendre du muscle, soit voilà. En fait, il y a toujours, tout le monde peut tout faire, mais il faut avoir sa potion magique à soi, et ça c'est vraiment hyper important. Et je pense que c'est la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que justement les What I Eat in a Day, etc., ou les personnes qui partagent leur quotidien pour atteindre leur physique, en fait c'est un gros piège, parce que du coup les personnes ne se connaissent pas, elles savent pas du tout ce dont elles ont besoin et elles se réfèrent à des gens qui peut-être se connaissent ou pas, mais en soi qui ont trouvé leur équilibre, qui leur ont permis d'avoir un physique que vous adulez ou vous avez envie d'avoir, sauf qu'en fait ça marche pas sur vous parce qu'il y a ce facteur-là, il y a ce facteur-là. Et c'est hyper important, je prends toujours cette image-là, mais un humain ou une personne, c'est comme une poupée russe. Si vous avez la plus grosse poupée qui est, vous êtes une femme, vous êtes un homme ou autre type que vous identifiez, peu importe, et vous ouvrez en fait les poupées, et à chaque fois il y a un nouveau facteur. Le facteur, j'ai de l'endométriose, ou le facteur, je suis végétarien, ou le facteur, j'ai de la fatigue chronique, ou je travaille X temps. Et en fait, il y a une infinité de facteurs qui fait que vous êtes vous, et que du coup, il va falloir adapter votre alimentation en fonction de ces facteurs-là. Et du coup, forcément, une autre personne va pas du tout vous convenir, en fait, sa manière de manger, sa manière d'être. Il y a des choses qu'elle va supporter que vous allez pas du tout supporter. Et si vous ne prenez pas le temps d'apprendre à vous connaître et d'identifier ces facteurs-là, en fait, vous n'allez pas y arriver. Et c'est aussi à ça qu'on sert. Moi, personnellement, c'est c'est à ça que je sers dans mon suivi, c'est que je veux qu'à la fin, la personne elle sache qu'elle a ci, elle a ça, elle a cette particularité-là. Et si elle utilise ces outils-là, ça fonctionnera. C'est vraiment ça. Et je pense que c'est ça le problème, c'est la méconnaissance de soi. Oui, ça revient à ce que tu disais. C'est ça, il y a la méconnaissance de l'alimentation en général et la méconnaissance de soi. Et c'est l'une des premières choses qu'on doit faire, c'est apprendre à se connaître. Ça fait directement lien avec ce que tu dis. Et ça peut paraître paradoxal, mais du coup, toi, tu apprends aux gens à se connaître. Absolument. C'est ouf. Ouais. Tu vois ? Et c'est ce que j'ai à la fin en termes de retour en général. Alors, il y a l'amélioration des symptômes, j'ai perdu du poids, je préfère mon physique, mais c'est finalement pas le plus que j'ai en retour. C'est pas souvent
je me plais plus parce que j'ai des suivis où à la fin, la personne ne perd pas de poids, mais elle a tellement appris sur elle qu'elle sait où est la problématique, parce qu'au final, moi, je ne suis pas non plus psychologue, et il y a des choses que je ne peux pas faire, qui sont de l'ordre personnel, hein, voilà, c'est la personne qui doit prendre... On a une solution qui arrive bientôt. Ah ouais, grave. C'est ça qu'en fait, moi, je leur apprends à soit se rendre compte de certaines choses, que ce soit des pathologies potentielles qui étaient sous-jacentes qu'elles ne savaient pas, soit qu'en fait, il y a des manières de manger qui leur convenaient pas, soit qu'il y avait de l'alimentation émotionnelle qui est soit liée finalement à de la frustration, parce que très souvent c'est ça, et du coup ça, en fait, en leur montrant qu'elles peuvent manger plus et perdre du poids, ça s'en va, il n'y a plus de frustration, il n'y a plus d'alimentation émotionnelle. Soit, s'il y a toujours de l'alimentation émotionnelle, dans ces cas-là, on est plus sur des troubles du comportement alimentaire, auquel cas, là, il faut un suivi psychologique derrière. Mais dans tous les cas, à la fin du suivi, elles ont appris des choses. Et je pense que c'est toujours ça le plus important dans un suivi, même que ce soit dans un suivi sportif, c'est d'apprendre des choses, que ce soit sur soi, par exemple en suivi sportif, en musculation, c'est d'apprendre que tel exercice n'est pas forcément le plus idéal par rapport à ta morphologie, etc. Ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus sur les réseaux, mais c'est encore très... Voilà, il y a deux écoles, on va dire, par rapport à la morpho-anatomie. Oui, mais personnellement, moi, je suis d'accord avec la morpho-anatomie, j'en fais les frais tous les jours à la salle. Mais voilà, et c'est exactement pareil en alimentation. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est à la fin, j'apprends des choses. Et je pense que c'est un peu mon guide de vie, tu vois, c'est d'apprendre des... Ouais, c'est ça, c'est d'apprendre des choses aux gens et que même si à la fin, ils n'ont pas atteint leur objectif avec moi, en fait, ils ont... Dans tous les cas, ils ont appris des choses et c'est ça le plus important. Ouais, ils repartent, comme tu dis, avec un bagage, là, l'image du sac à dos. C'est marrant parce que... C'est comme ça que oui. Genre, ils ont toutes leurs connaissances et en fait, et je trouve que c'est ça qui fait, je pense, quelque chose aussi de réussi. Au-delà du chiffre ou de la valeur numérique, c'est la notion de durabilité. J'essaye aussi de pas mal de le mettre en avant, ça. En vérité, j'ai peut-être être un peu tranchant, mais on est tous capables, si on le veut vraiment, de perdre du poids sur une période donnée. C'est-à-dire qu'on peut avoir des conduites très restrictives, des conduites très, on va dire, extrêmes, qui vont nous amener à un résultat qui va peut-être être impressionnant. Les gens vont vous féliciter, vont vous dire c'est incroyable ce que tu fais, etc. Mais la question, c'est qu'une fois que c'est terminé, ces conduites que tu as mises en place qui n'étaient pas vraiment les tiennes, qui étaient des conduites générales, qui certes fonctionnent pour la population générale, mais pas pour toi. Quand tu reviens dans un mode de fonctionnement qui t'est propre, qui était le tien de base, et que tu as enlevé toutes les conduites extrêmes parce qu'elles sont pas faciles à maintenir à vie, c'est d'ailleurs, je pense... très impactant pour ta santé, en fait, tu reviens au stade... tu reviens au point de départ. Effet yo-yo dont on entend parler dans tous les magazines de nutrition et de minceur, qui juste à côté parle du fait qu'il faut manger moins pour perdre du poids. C'est ça qui est très drôle. Le truc, c'est que si tu prends un régime, et je vais en citer aucun, etc., et d'ailleurs, t'as qu'à me dire en commentaire lequel te fait tirer les cheveux, tu te tires les cheveux quand tu l'entends, mais imagine, tu fais un régime générique. T'as fait 4 mois de régime générique, ça a marché. Qu'est-ce qui se passe au bout de 4 mois, une fois que le régime est arrêté? C'est ça la vraie question. Tu repars dans tes conduites d'habitude, et donc tu vas forcément reprendre les habitudes d'avant qui n'étaient pas les tiennes, les habitudes d'avant qui étaient les tiennes, mais pas celles de ton régime générique, et donc tu perds tous tes résultats. Et en fait, ce qui manque souvent, c'est qu'il y a le coaching à proprement parler, le suivi à proprement parler, sportif, nutritionnel, organisationnel de manière générale, mais il y a aussi tout ce que tu as engrangé comme XP, expérience pour faire perdurer après. Et ça, d'ailleurs, à n'importe quel niveau. On peut parler de la personne qui n'y connaît rien et qui veut perdre un peu de poids, jusqu'à l'athlète de bodybuilding qui ne gère pas du tout son post-compétition. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, du débutant au professionnel. Et je peux vous dire que du débutant au professionnel, j'en ai vu personnellement des loupés, quoi. J'en avais même parlé dans une vidéo avec Yann Led, je me permets d'en parler parce qu'il en a parlé en vidéo. Il me disait que sur son premier post-compète, ça avait été un petit peu chaotique, quoi. Un plus 15 kills de mémoire. Donc voilà, c'est pour vous dire que même les personnes qui savent se mettre dans des conditions extrêmes, qui connaissent leur corps, ou du coup qui pensent le connaître, se retrouvent des fois dans des nouveaux contextes où, retrouver des habitudes qui nous sont propres, c'est difficile. Il ne faut pas avoir peur de ça, mais c'est une méconnaissance, du coup, comme tu disais, Sarah, et que tu as si bien dit aussi, Isa, qui fait que, en vérité, c'est, je pense, une des problématiques principales qu'on retrouve, quoi. C'est que les gens savent pas pourquoi ils font aussi ce qu'ils font. C'est l'une des choses que je dis aussi en suivi, c'est que si je mets autant de temps, parce qu'on dit souvent que je parle beaucoup, mais si je mets autant de temps à expliquer
pourquoi je mets en place telle chose pour telle personne, donc dans un suivi, c'est pour qu'elle comprenne où est-ce qu'on va, pourquoi on le fait. Parce que comme je dis toujours, comprendre, savoir c'est pouvoir, comme on dit. Donc c'est exactement ça. Si vous savez où vous allez, pourquoi vous le faites, le pourquoi vous le faites est tellement important, vraiment, dans tout ce que vous faites. Même, on parlait des étudiants avant, c'est exactement pareil. C'est le pourquoi vous faites les choses va vous driver et va faire que vous allez suivre. Et en fait, le fait d'avoir un accompagnant derrière qui vous explique, parce que c'est son expertise, pourquoi vous faites ci, pourquoi, déjà ça va vous rassurer, parce que faire les choses par soi-même, c'est très compliqué, surtout quand très souvent ces femmes-là ont peur de prendre du poids, qu'elles ont peur de faire n'importe quoi, et donc leur dire de manger plus en toute autonomie pour qu'elles perdent du poids, elles le feront pas, clairement pas. Alors que quand elles prennent leur cerveau et le donnent à quelqu'un pour dire en gros je te fais confiance, tu le fais, en fait elles se rendent compte, même limite sans s'en rendre compte, qu'elles perdent du poids, qu'elles font une recomposition corporelle alors qu'elles mangent 3 fois plus qu'avant. Ouais. Et ça, c'est exceptionnel de montrer ça à quelqu'un. Et moi, je pense que la plus grande satisfaction que j'ai en suivi, c'est d'avoir des femmes qui me disent genre, mais c'est impressionnant, je mange 2 fois plus qu'avant, je suis pas frustrée, je me sens bien dans mon alimentation, mais j'ai perdu 5 kilos et 10 cm de tour de taille. Ouais. C'est incroyable, moi je trouve c'est une satisfaction, c'est hyper gratifiant en fait. Ah ouais, je l'ai appliqué à une proche pas plus tard qu'il y a quelques semaines, donc je vois totalement ce que tu veux dire. Ouais, mais tu sais, il y a au moins, mais beaucoup plus, mais 2 filles qu'on coach du coup en binôme, moi pour la partie sport et Isa pour la partie nutrition. Et vraiment, mais là, la semaine dernière, je faisais leur bilan et les deux m'ont dit la même chose. Elles m'ont dit, il y en a une qui m'a dit non, mais il faut que je me rappelle de prendre mes collations parce que Isa m'a mis tellement de collations que j'ai envie de les prendre. Et l'autre m'a dit non, mais oui, parce que en fait, je leur demande toujours comment ça va niveau nutrition, juste pour avoir une idée générale, pour savoir est-ce que ça se passe bien, machin, puisque ça accompagne, le sport, c'est important d'avoir une vision globale. Et donc, la première me dit ça et la seconde me dit oui, mais là, j'ai l'impression de manger tellement, j'ai l'impression de manger beaucoup, le plan que m'a fait Isa, machin, mais tout va bien, etc. Donc, c'est toujours... C'est toujours, mais ça me fait rire parce qu'à chaque fois, j'ai des personnes en suivi qui... elles me remplissent du coup leur gros questionnaire que je leur donne et dedans il y a des questions sur quelle est ton image de l'alimentation, les idées que tu as, les stéréotypes justement. Et souvent c'est manger trop, fait grossir, ou voilà. Et en fait très souvent je leur demande une journée type actuelle, donc avant le début du suivi, et je me rends compte que voilà, elles mangent pas grand chose, etc. Et je leur fais prendre conscience. Au début je pense qu'ils en prennent pas forcément conscience, et quand ils voient le plan alimentaire, alors qu'en général quand je démarre un plan alimentaire avec quelqu'un de nouveau, je démarre pas très haut parce que le but c'est d'augmenter progressivement pour après trouver en fait où se situe l'intervalle de maintenance calorique, pour savoir si j'augmente à partir de certains, c'est des intervalles, c'est pas exact, je vais prendre du poids, je vais être en surplus, si je descends au-delà, je vais être en déficit, sachant que ça évolue aussi en fonction de l'activité physique et de la composition corporelle, qu'on se dise. Mais justement, à la fin, ça permet qu'elles se connaissent, savoir que, moi je sais que entre temps et temps, je vais être en maintenance, plus ou moins basse, plus ou moins haute. Mais moi, personnellement, c'est comme ça que pendant 11 ans de muscu, j'ai appris à savoir comment je fais pour être en maintenance. Si j'augmente un peu, je vais faire un peu plus de flotte, etc. Mon physique, voilà. L'été, je vais baisser un petit peu plus, mais tout en restant dans ma maintenance, ce qui fait que je reste en santé. J'ai toujours mes cycles, etc. par exemple. Mais c'est de la connaissance depuis longtemps. Oui, mais c'est ce que j'apprends, à mes clientes en fait. Et au début, elles comprennent pas trop cette notion, et donc je leur explique avec des schémas, tout ce que vous voulez, la meilleure manière pour le comprendre. Et c'est vrai que à chaque fois, en fait, j'ai toujours un petit message que je dis en mode t'inquiète pas, je démarre assez bas les calories, le plan, donc si t'as faim, c'est normal, ça va augmenter. Et en fait, pas du tout. Elles me disent, elles ont l'impression qu'elles mangent trop, alors qu'en fait, elles sont déjà trop bas par rapport à ce qu'on devrait manger en maintenance. Mais très souvent, elles mangent pas grand-chose de temps en temps, et après... C'est quoi le plus bas en kilocal que vous avez eu ? Moi, j'ai eu des personnes anorexiques, donc ça a du 500, 300 calories par jour. Ouais, on peut pas rivaliser. Ouais, là, c'est du très très bas. Et, En dessous de 1000, je trouve que c'est... Je pense qu'il n'y a aucun individu adulte qui devrait être en dessous de 1000 pour... Non, mais je pense que c'est vraiment dans l'anorexie, c'est catastrophique. C'est très très hardcore. Mais c'est un autre sujet, mais c'est... Ouais. Ça, c'est en dessous, très très bas. Voire même rien, d'ailleurs. Il y a des jours où il n'y a rien. Oui, parce qu'il y a des jours où il y a une ingestion, mais une compensation derrière. Donc, en final, c'est zéro. Donc, mais on en reparlera ça très bientôt.
Donc c'est parce que ça mérite quand même son sujet. Quand tu as parlé, enfin vous avez tous les deux parlé de, donc moi j'ai parlé de mes connaissances générales sur des notions de nutrition, etc. Vous avez rebondi sur la méconnaissance aussi de soi, puisque c'est important de se connaître soi-même. Et toi tu as dit un truc intéressant quand tu as parlé du post-compète et de la reverse diet quand on fait une compétition. Après on réaugmente progressivement ses calories parce qu'on était très bas, etc. Bon ça c'est des notions de bodybuilding. Quand tu as dit, en fonction des circonstances de chacun, apprendre à se connaître et après repartir sur des bonnes bases, etc. Mais ça, c'est quelque chose aussi d'important, c'est-à-dire que oui, par exemple, avec un coaching ou pas avec un coaching, apprendre à connaître donc les notions de nutrition, les recommandations générales, ce qu'on sait aujourd'hui, l'état de la science, etc. Enfin, voilà, ce qu'on sait de comment il faut manger, qu'est-ce qui est bien pour le bien-être, la santé, la longévité, etc. Les os, les muscles, tout ce que vous voulez. Et de deux, apprendre à se connaître et ne pas avoir peur aussi et comprendre qu'il faut aussi réapprendre à se connaître. Comme tu as dit, il y a des nouveaux contextes, il y a des nouvelles circonstances, les goûts changent, il y a des choses qui peuvent changer dans qui on est, comment on procède, je sais pas, on déménage, on n'a plus accès aux mêmes ressources, enfin, il y a plein de choses, grossesse, on a un accident, voilà. Donc apprendre à se connaître, oui, on a nos habitudes, etc. Tu as dit, si on perd nos habitudes, si on suit un What I Eat in a Day pendant, je sais pas, 1 an, on fait la même chose que quelqu'un d'autre, mais pile poil. 1 an après, peut-être qu'on reviendra à nos anciennes habitudes. Oui, peut-être, mais peut-être qu'aussi on aura de nouvelles habitudes qui se seront implantées et donc réapprendre à se connaître. Et ça, c'est un processus pour moi qui dure toute la vie. C'est réapprendre continuellement à se connaître. Ça prend du temps, ouais. Ça prend du temps pour essuyer pas mal de contextes, comme tu disais. C'est réévaluer ses besoins aussi. Et c'est toujours pareil. Parce qu'on évolue en fonction de l'âge, notamment chez les femmes. Les femmes encore plus. Je pense que sur le petit temps qui nous reste, justement, on va en parler de ça. Peut-être plus spécifiquement, voilà, de ce qui aussi caractérise les femmes, disons-le. Commençons par là, il y a un cycle hormonal, il y a des variations hormonales, sans parler de contraception et tout ça aussi, ça pourrait être encore un sujet supplémentaire, mais forcément, ne serait-ce que dans cette période-là de 28 jours, plus ou moins, quelques jours, voilà. Déjà, rien que là, il y a des contextes plein de différents en fait à chaque phase. Il y a des menstruations, ensuite il y a cette phase folliculaire, il y a cette phase ovulatoire, il y a cette phase lutéale, et dans cette phase lutéale, on découpe en 2 parties avec un SPM qui peut arriver en prémisse des menstruations. Et quand on découpe tout ça, déjà, on se rend compte qu'il y a des variations de fou, quoi. Si tout va... Je dis pas que, des fois, ça peut très très bien se passer avec un cycle normal, Je suis pas là... normal. Je suis pas là pour dire que c'est absolument le problème numéro 1, mais ça peut aider de savoir. Ça va avec ce qu'on disait sur le fait de se connaître. Voilà. C'est-à-dire qu'une femme qui ne connaît pas... Alors, on parle d'une femme qui a un cycle naturel, ou du moins une contraception qui ne biaise pas les cycles par un apport d'hormones. Mais en fait, une femme doit connaître son cycle et doit se connaître pendant son cycle, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus... Et je trouve ça dommage en fait qu'on ne dise pas ça aux jeunes filles quand elles commencent à avoir leurs règles, même si c'est un peu anarchique au début. Une femme qui trouve un équilibre dans sa vie, que ce soit dans l'alimentation, dans son rythme de vie, c'est une femme qui connaît ses phases, qui sait en fait comment elle est, parce que d'une femme à l'autre ça varie. Il y a des femmes qui en période lutéale, en 2e période lutéale, ça va pas du tout. C'est des symptômes dépressifs, j'en fais partie, vraiment. Il y en a, ça va être des cravings justement, ça va être des comportements de compulsion, que ce soit alimentaire ou même par exemple d'achat. Ça peut être sur des comportements frénétiques, type ménage, c'est con, mais vraiment il y a beaucoup de choses comme ça. Et après ça peut être bien évidemment toute la symptologie, tout ce qui va être douleur, bien évidemment qui va avec. Mais en fait apprendre à se connaître par rapport à ça, ça permet aussi de dédramatiser. Parce qu'il y a tellement de femmes qui s'en veulent d'avoir plus faim, d'avoir des envies de sucre ou de pleurer, ne serait-ce que de pleurer pour rien pendant cette période-là, parce qu'en fait juste elles ne savent pas que c'est juste hormonal, que c'est normal et qu'il n'y a rien de réprimandable là-dedans. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, on en parle quand même beaucoup sur les réseaux, donc ça c'est cool. On dédramatise et on légitimise en fait beaucoup les ressentis qu'on a pendant le cycle, mais voilà, et pareil à la salle, genre c'est normal de pas avoir les mêmes performances, et encore ça dépend beaucoup des femmes. Il y a des femmes qui ont des regains d'énergie pendant les menstruations, il y en a pas du tout, clairement, j'en fais partie aussi, mais pareil en phase folliculaire, c'est là souvent où on se sent le mieux, où on se sent belle, où on a un bon mood, où on veut aller à la salle, on est performante, etc. En phase ovulatoire, ça dépend des femmes, c'est très variable en fonction des femmes, et après en phase
phase lutéale, on commence à avoir le down et de se dire c'est reparti, pourquoi ça va pas, etc. Et alors en fait, une fois qu'on identifie, qu'on sait que c'est ça, c'est pas qu'on se trouve des excuses, parce qu'il y en a qui diront ça. C'est juste qu'en fait, on identifie la problématique et du coup, on dédramatise et on accepte. Et on laisse passer la période. Ah oui, non, enfin, je trouve que c'est assez établi quand même que, enfin, tu vois, le syndrome prémenstruel, c'est un fait, quoi. C'est un fait, c'est pas une histoire d'excuses. Enfin... Ouais, mais par rapport à l'alimentation, si. Ah. Par exemple, par rapport aux compulsions alimentaires en phase lutéale, j'ai énormément de femmes qui s'auto-flagellent d'avoir plus faim, etc. Alors que quand on leur donne l'explication hormonale que c'est normal, c'est logique, il y a tel truc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, hein. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément aller dans la compulsion alimentaire à ce moment-là, mais une fois qu'on a identifié la problématique, on leur dit que c'est pas leur faute, parce que alors les femmes, elles ont cette capacité à toujours dire que c'est leur faute, hein, merci la société. Nous, jamais. Mais ça fait partie de nous, voilà. Mais voilà, c'est le fait de le savoir, en fait, vraiment, moi j'en ai plein des clientes où quand je leur dis ça, elles se sentent mieux, elles me disent « Ah, mais en fait, c'est juste normal, c'est juste moi, et c'est pas une problématique, c'est pas que je suis faible aussi. » Il y a cette notion de « je suis nulle, je suis faible, etc. » Alors qu'en fait, on joue déjà, si elles se comparent, parce qu'elles se comparent souvent à leur mec ou aux hommes, déjà on joue pas avec les mêmes armes, encore une fois, et on n'est pas là à critiquer qui que ce soit, on est comme on est, j'ai envie de dire, et on fait avec ce qu'on a. Mais il y a des solutions pour tamponner justement, c'est un manque de sérotonine, hein, clairement, pendant cette période-là, hein, clairement. Et il y a des moyens naturels de tamponner ça et de justement d'éviter que ça arrive, ou du moins de limiter, mais c'est aussi que ça va jouer en fonction de ce qu'on a vécu dans le mois, de notre mood. Si vous êtes déjà pas bien psychologiquement, votre cycle, ça va être une catastrophe, hein. Ça, c'est tellement, mais surtout chez les femmes, le mental est ultra important. Et ça, moi, je le vois personnellement sur moi, hein. Si j'ai eu une période très stressante, par exemple, je sais que le cycle que je vais avoir, enfin les menstruations que je vais avoir, ça va être anarchique. Je vais avoir un SPM beaucoup plus fort, je vais avoir plus mal, je vais être plus fatiguée, je vais avoir plus d'hémorragie ou ce genre de choses. Et c'est hyper important, d'où l'intérêt de se connaître et de toujours contextualiser en fait qu'est-ce qui s'est passé dans mon cycle, enfin dans mon mois plutôt, et du coup qui peut expliquer pourquoi j'ai un peu plus eu mal, etc. Notamment chez les femmes atteintes d'endométriose et de SOPK, où le moindre truc, le moindre facteur inflammatoire va faire exploser les symptômes. Ouais, exactement. Et c'est vrai que du coup, quand tu as connaissance de tout ça, en fait, tu te rends compte que tu peux adapter des choses suivant le cycle. Toi, tu as parlé à un moment donné de menstruation anarchique, des choses comme ça. En vrai, truc tout bête, hein, mais si par exemple, tu as des menstruations anarchiques, c'est peut-être le moment de peut-être diminuer un tout petit peu l'intensité des séances, et pas parce que justement tu te compares à ton mec et que tu dis que lui il continue à envoyer alors que toi non, c'est pas ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, physiologiquement, il y a un fonctionnement qui fait que diminuer, ça peut paraître logique. S'il n'y a pas d'impact, tu n'es pas obligé de diminuer. On n'est pas à dire qu'il faut absolument le faire. Mais s'il y en a un, ça fait juste partie du process, d'un fonctionnement normal. Et donc, peut-être que ton zone 4 sur ton HIIT que tu t'envoyais le lundi en pleine menstruation, peut-être que tu pourras t'envoyer du zone 3 ou du zone 2 en cardio, je parle. Et c'est OK en vérité, tu vois, il n'y a pas de souci à se faire. C'est des petits changements comme ça. Là, je prends un truc ultra précis, mais ça pourrait très bien être sur l'alimentation. Tu en as parlé au moment des SPM, cette baisse un petit peu de sérotonine. Sérotonine, c'est des neurotransmetteurs qui jouent directement sur l'humeur. Pour vous donner un exemple, hein, c'est parce que souvent on dit que c'est que dans la tête. Je vais dire comme ça, une diminution de sérotonine, c'est une entrée dans la dépression, dans l'épisode dépressif caractérisé. Et qu'est-ce qu'on donne ? Des inhibiteurs, des enzymes qui dégradent la sérotonine, les antidépresseurs, et on en a toute une armada. Donc pour vous dire, ça a un réel effet sur les humeurs. C'est pas qu'un truc de dans la tête, c'est des fonctionnements physiologiques expliqués. Et donc dans un cycle, ça peut totalement expliquer, comme tu dis, certaines humeurs labiles, l'autoflagellation dont tu parlais. Ou même l'irritabilité. Hein. L'irritabilité, voilà. C'est pas. Je me souviens, on avait inventé le mot hystérique a été inventé. Totalement, à cause de ça. Voilà. Ouais. A été inventé, d'ailleurs, et qui qualifie, j'ai l'impression, seulement les femmes. Le hystérique, c'est que pour les femmes. Alors qu'en vérité, quand tu comprends le fonctionnement, c'est pas du tout une histoire d'hystérie. C'est une histoire de l'habilité d'humeur totalement explicable. Ouais. Et en fait, quand tu sais ça, déjà, peut-être que ça va diminuer l'intensité de tout ça parce que tu le comprends. Et puis, et les gars, en vrai, je vais pas mentir, là, je parle au mec. Si jamais il y a ton mec qui est pas loin, quand tu sais ça, tu peux résoudre pas mal de problèmes.
Ou alors laisser couler pas mal de trucs. C'est pas la solution à tout, mais c'est quand même... Mais c'est intéressant que les hommes apprennent à comprendre le cycle de leur partenaire. C'est hyper... Ou du moins, au moins, s'y intéresser un peu. Ouais, c'est intéressant. Après... Ça évite des conflits, hein, vraiment. Ah, mais je suis totalement d'accord. Et... C'est totalement... Ah oui, oui. Et bon, moi, peut-être, je suis biaisé un peu parce que j'ai littéralement lu un bouquin de gynéco. Hein. Le SPM, c'était marqué Ah, mais dedans. toi Voilà. J'ai lu un bouquin, donc forcément... et encore, je dis pas que le bouquin est exhaustif, hein, mais bon, on a passé du temps sur la question. Et puis, en plus, quand je me suis mis à coacher des femmes, j'ai bien vu qu'à un moment donné, on pouvait pas tout appliquer à l'exactitude près de ce qu'un homme pouvait faire. Il y a des trucs sur lesquels, voilà, ça peut être un peu similaire. Il n'y a pas besoin de se casser la tête, mais il y a d'autres trucs quand même. À un moment donné, si t'as pas compris un tout petit peu, des fois, tu peux arriver dans cette incompréhension. Tu te dis, mais pourquoi elle y arrive pas? C'est simple. Mais en fait, quand tu captes justement cette histoire de SPM, tu vois, les SPM, on en parlait. Rien que le fait d'expliquer rend plus facile le suivi et le coaching. Et comme tu as dit, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de solution. Ensuite, tu peux mettre des solutions pour tamponner, par exemple. Moi, je me souviens, je donnais souvent cet exemple-là. J'avais une coachée, c'était l'histoire de manger ultra sucré, glucides simples, donc voilà, les Kinder Bueno, les machins, les trucs, à cette période-là. Et en fait, moi, je l'ai identifié dès le début. Je me suis dit, c'est sûr, ça vient à ce moment-là, c'est sûr. On a laissé couler un peu, c'était le cas. Je lui ai dit, bah écoute, voilà, je t'explique et tout. Dans ton cycle, tu as une phase à un moment donné où tu peux être attraite à manger davantage sucré, et cette perte de contrôle où tu as l'impression de craquer après 2-3 semaines, ce qui logiquement, oui, arrive à cette période de cycle-là, c'est pas parce que tu n'arrives pas à tenir le suivi ou que ton mental est pas assez fort, entre guillemets, c'est juste qu'en fait, tu n'as pas connaissance de cette période-là. On va pas se donner des excuses, mais on va mettre des solutions en place pour essayer de tamponner ça. Peut-être qu'avant de te jeter sur le Kinder Bueno, rajoute une collation un peu sucrée que tu as faite toi-même. Et tu vas diminuer de 4 Kinder Bueno à 3. Et puis ensuite, dans les 2 prochains cycles, tu vas diminuer à 2. Peut-être à 1. Puis ensuite, tu vas te demander, mais en vrai, pourquoi je le mange, ce seul Kinder Bueno? C'est ridicule. Et là, tu vas les supprimer. Et cette petite technique-là que j'ai confectionnée, qui ne fonctionne pas pour tout le monde, mais qui est assez intéressante, le fait de confectionner soi-même aussi ces petites notes sucrées, parce que je comprends totalement qu'on puisse aimer le sucré, surtout à cette période-là. Et ben, en vrai, ça permet de tamponner pas mal de malbouffe sur une période incompréhensible où c'est souvent un flou. Et puis, bah, en fait, une fois qu'on a craqué à ce moment-là, on se dit que, bah, en fait, ça sert à rien de suivre un coaching parce que globalement, toutes les 3-4 semaines, je recraque, je comprends pas pourquoi, j'ai pas de discipline, ça marche pas pour moi. Ah non. Mais après, une fois que tu sais, ça va un peu mieux. Voilà. Après, c'est une technique parmi tant d'autres, mais j'aime bien la citer, surtout quand je parle je la valide, hein. à mes coachés, parce qu'en vrai, elle fait ses preuves et que en fait, au-delà de la technique à proprement parler, ça fait surtout comprendre aux femmes qu'une fois que tu comprends un process, tu peux toi-même mettre des solutions en place. Tu as des gens qui sont là pour t'aider, et nous, on est là pour t'aider, pour aider ceux qui nous écoutent sur le plan nutritionnel et sportif. Mais après, c'est l'idée, et on en revient toujours à cette idée-là. Hop, tu as ton backpack avec toutes les techniques, et puis tu es capable de tout faire toute seule, même après le suivi, quoi. C'est exactement ça. C'est l'objectif d'un suivi. Hein. C'est clairement l'objectif d'un suivi. Enfin, je pense qu'en tout cas, nous, dans l'équipe, c'est le but, quoi. C'est être autonome voilà. À la fin. Exactement. Avoir des femmes autonomes sur un terrain plus ou moins sain, sur un terrain un peu déséquilibré, qu'on essaye de rééquilibrer dans la mesure du possible. On a aussi rapidement parlé, mais tout ce qui est endométriose, SOPK, c'est encore un terrain plus particulier. Bon, ça nécessite aussi, je pense, des fois une approche médicale que, bon, nous, dans 2 cas cycles, on laisse à l'appréciation des professionnels de santé, mais qui d'ailleurs, je pense que pour être en complément, ça serait trop bien, mais d'avoir vraiment une complémentation, je sais pas comment dire, mais vraiment avoir une communication et une expertise, par exemple, ça serait génial de pouvoir aller directement parler à la gynéco, tu vois, et dire tac tac, ou une sage-femme. Ou une médecin générale avec un DU spécialisé, aussi. Donc, si vous voulez envoyer un CV. Ah non, mais ça serait trop bien. En vrai, ça serait cool. Je pense que de toute façon, plus on communique entre pros, plus on arrive à... Ah, si seulement. Ouais. Je pense que c'est l'objet. On en avait rapidement, je crois, parlé de pouvoir un peu aussi communiquer sur les données. Parce que ça me fait penser, ouais, d'ailleurs, tu m'avais déjà passé un coup de fil, je crois. Pour un de tes suivis. Ouais. Et c'est vrai que mine de rien, bon, on apporte ce qu'on apporte, mais avoir un avis extérieur d'un professionnel extérieur, enfin, tu vois, je vois même toi avec les suivis d'endocastique, enfin, en vrai, c'est de l'or, faut se le dire. Et même, ça peut donner une piste qui peut-être par la suite va nous amener soit à quelqu'un qui est vraiment en maîtrise de sujet, soit à une technique qu'on va mettre en place et qui va fonctionner, quoi. C'est ça. Moi, je le vois beaucoup avec l'insulinorésistance.
si je vérifie pas, même si je le vois avant même, du coup, en fait, si je le sais pas, je vais pas forcément mettre en place l'alimentation derrière et la perte de poids, elle suivra pas. Jamais. Tu l'évalues avec l'indice OMA ? Ouais. Ça coûte rien, c'est remboursé par la Sécu. La plupart des médecins le connaissent pas et c'est vraiment très peu dommage. connu, ouais. Alors que, en fait, en sachant ça, ça peut expliquer pourquoi il n'y a pas de perte de poids, pourquoi il y a une difficulté en perte, notamment dans le cas du SOPK. C'est quand même 80% de femmes atteintes d'insuline-résistance dans le SOPK. Et il ne faut pas oublier que c'est possiblement une porte au prédiabète et diabète par la suite. Et en fait, c'est très facile d'en sortir quand on le sait, parce que c'est juste de la diète, un petit peu de supplémentation derrière qui a fait ses preuves par rapport à ça. Et en fait, une fois qu'on en sort, on retrouve un équilibre métabolique beaucoup plus simple. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de perdre du poids. Mais c'est surtout que ça explique des fois des années de non-perte de poids chez des gens qui ont énormément testé de choses, mais qui en fait juste n'avaient pas la bonne technique, pour le coup, par rapport à cet indice OMA trop haut. Et en fait, ça bloquait, quoi. Pour des raisons, mais purement physiologiques, hein, vraiment. Ouais, grave. Donc c'est pour ça, moi, c'est une des premières choses que je demande chez des femmes, ou des hommes, hein, d'ailleurs aussi, qui soit ont des antécédents d'obésité, parce que très souvent, en fait, ça s'est fait avant, et qui sont pas forcément sortis de l'obésité, mais même j'ai des personnes très minces qui ont un indice OMA trop haut, mais ça se voit en fait, c'est des difficultés à perdre du poids. Chez le SOPK, bon, en 80% des chances d'en avoir, donc bon, en général, voilà. Et très souvent chez des personnes obèses ou en surpoids, il y a un indice OMA trop haut, même un peu trop haut, des fois c'est pas non plus, ça explose pas. Et il suffit en fait après de faire des adaptations au niveau de l'alimentation, et ça diminue. Et le poids diminue, et le sport augmente, et du coup, en fait, il y a tout qui s'équilibre. Et avoir un indice OMA sain, c'est mais un gage de bonne santé métabolique, d'une bonne gestion glycémique, et d'éviter le diabète, quoi, tout simplement. Et même pour les femmes, d'éviter le diabète gestationnel par la suite, si jamais elles tombent enceintes. Même si ça ne protège pas à 100%, c'est... Ouais, mais c'est toujours bénef, hein. Et puis, c'est marrant, je crois que j'en avais fait un réel récent du diabète gestationnel. Mais oui, en fait, l'impact que ça peut avoir bénéfique après. Puis c'est souvent aussi, moi j'ai remarqué, c'était souvent, en fait, c'est tellement des années de galère qu'à un moment donné, c'est oui, mais c'est parce que j'ai un SOPK. On jette pas la pierre, hein. C'est parce que vous n'avez pas trouvé la solution. Et la solution, elle met du temps à se trouver. Il n'y a pas de solution miracle, hein. On sous-entend pas ça non plus. C'est à la fin, en fait, il y a cette sorte d'abandon un peu. Et c'est oui, mais moi, de toute façon, je peux pas perdre de poids vu que j'ai un SOPK. Le schéma vicieux qui se met en place où ça leur est interdit. Une sorte de fatalité. Ouais, exactement. On dit pas que c'est facile. On n'est pas là pour dire que c'est facile. C'est d'ailleurs peut-être une difficulté supplémentaire par rapport à une population générale, et on en a bien conscience. Mais il y a des choses à mettre en place, en fait, pour pouvoir évoluer aussi. En fait, c'est interdit à personne, bien évidemment. Donc peut-être ça mènera aussi un peu plus d'efforts. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça, on ne pourra pas le changer. S'il y avait quelque chose qui soignait à proprement parler le SOPK, ce serait génial. En pratique, c'est un peu plus difficile. L'endométriose, j'en parle même pas. Quoique j'ai vu une petite étude après. Mais c'est les prémices. Et je pourrais même pas vous en parler. J'ai vraiment juste vu le truc passer. Mais l'endométriose, j'en parle pas. Ouais, c'est tout un sujet aussi où, du coup, sur le plan curatif, c'est compliqué. Et donc... Mais par contre, c'est améliorable. C'est améliorable. Ah, mais voilà, oui, c'est améliorable, totalement. Et en fait, je pense que quand on est atteint d'une pathologie de ce type-là, d'une maladie chronique ou même autre type de pathologie, et qu'il n'y a pas de solution réelle, pas comme les maladies digestives, par exemple les SIBO, ce genre de choses, où il y a, même si c'est long, il y a toujours une manière de s'en sortir, avec beaucoup de rigueur. En fait, si on n'accepte pas du coup sa maladie, on va tomber dans cette fatalité. Et du coup, on va pas se trouver des excuses, mais se dire que c'est comme ça, j'y arriverai jamais. Alors que, encore une fois, tout est améliorable. Certes, ça demande plus d'efforts. Mais j'ai envie de dire, et là je vais partir dans un côté un peu spirituel, mais la vie c'est fait comme ça en fait, c'est qu'on a tous des efforts à faire à un moment donné dans notre vie. Il y en a beaucoup moins que d'autres, certes. On part pas tous avec les mêmes batailles, mais voilà, on n'est pas tous égaux. Mais en fait, se dire que c'est injuste, ça tombe sur nous, etc. Pourquoi moi ? En fait, ça n'a jamais fait évoluer qui que ce soit. Et en fait, je pense que dans la vie, malheureusement, on n'a pas le choix que des fois d'être un peu plus battant que d'autres pour s'en sortir, si on veut vraiment s'en sortir. Et dans le cas du SOPK, dans le cas de l'endométriose, même si c'est ultra contraignant, ultra handicapant, ultra douloureux aussi, ça faut le dire, il y a toujours une manière d'améliorer sa condition.
même si ça sera jamais comparable à une femme qui n'a aucun problème par exemple, mais c'est toujours améliorable et je pense qu'en fait le moindre truc qu'on peut améliorer, il faut le prendre et ça passe par l'alimentation, ça passe par l'activité physique, la supplémentation, faut pas l'oublier, elle est ultra importante dans le cas de ces maladies inflammatoires et puis sur le mental aussi, parce que quand la santé mentale va bien, le corps va bien. C'est clair, de toute façon la bonne santé, je crois que la définition de la bonne santé de l'OMS c'est le physique. Elle a changé. Psychologique. Elle a changé. Elle a changé parce qu'ils ont rajouté le mental. Ah ouais. Ouais, voilà, très récemment d'ailleurs. Mais il me semble qu'il y a. Moi, j'avais vu trois sphères. Il y avait l'aspect social, l'aspect physique, l'aspect psychologique. Donc, et si c'est un peu troublé, grosso modo, ça veut dire que tu n'es peut-être pas en bonne santé au global. Toujours chercher. Le corps cherche l'équilibre. Constamment. Physiologiquement et psychologiquement. En quête de l'homéostasie, toujours. C'est ça. Tout. Donc, ouais, je pense qu'on a traité, je trouve, c'était assez intéressant. En tout cas, si ce podcast vous a plu, là, on a étayé pas mal de problématiques, de sujets. S'il y en a d'autres, parce qu'on n'a pas été exhaustif, qui vous intéressent, vous n'hésitez pas à le dire en commentaire. On sera un plaisir déjà d'y répondre et ça nous encouragera à faire un nouveau podcast, de se rassembler de nouveau. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à Sarah Slim 2i sur Instagram. Je commence à connaître l'outro par cœur. Et Isa NutriCoaching sur Instagram également. Si un suivi t'intéresse, qu'une des problématiques qu'on a citées pendant cette vidéo, tu t'es reconnu dedans, n'hésite pas à nous envoyer un message sur notre compte Instagram DokaCycle ou alors à regarder les liens, que ce soit dans mon Instagram ou celui de DokaCycle ou même contacter directement Sarah ou Isa sur des problématiques un petit peu plus précises. On se fera un plaisir de te répondre. Puis si tu veux démarrer un suivi complet et puis pouvoir être durable par la suite, c'est un petit peu aussi l'objectif en tout cas des suivis qu'on propose, eh bien n'hésite pas, c'est le moment, tu peux DM Cycle si c'est sur Instagram ou alors nous envoyer un petit message, on sera un plaisir de pouvoir t'aider. Et j'ai fait un petit teasing, tu en as parlé à un moment donné, l'aspect mental dans DokaCycle va bientôt avoir sa professionnelle dédiée, professionnelle diplômée, voilà, on a eu des petites discussions, elle a suivi du coup DokaCycle avec Sarah et moi. Là, l'idée, elle a eu une aperçu de comment ça se passait. Donc, très bientôt, on va compléter notre équipe justement sur l'aspect mental. Elle viendra compléter toute cette partie-là qui fait partie de la bonne santé. On vient juste de le dire sur cette fin de podcast. Et puis, sur ce, abonnez-vous et on se voit pour une prochaine.